Voilà, je vais vous raconter ce qui est un petit peu à l'origine de cet album, parce que c'est une histoire un peu particulière. J'aime bien l'histoire de l'histoire. J'avais gagné un concours pour le futur musée du train en Belgique, qui est un musée qui va s'ouvrir maintenant en 2014. Et donc c'était assez intéressant parce qu'ils avaient un nombre assez incroyable de dépôts dans lesquels ils avaient accumulé des machines, des voitures tout à fait extraordinaires. Et ces dépôts sont rarement ouverts au public, pour ne pas dire presque jamais. Ils sont souvent en mauvais état parce qu'il n'y a pas de raison d'entretenir ça, comme si c'était un lieu évidemment fréquenté. Et puis je suis tombé donc devant d'abord un morceau, comme ça, presque à peine visible, de cette fameuse type 12, qui est une machine assez révolutionnaire. C'est un engin qui est un engin de pure vitesse, donc qui était conçu pour vraiment aller le plus vite possible. Donc c'est un peu l'ancêtre du TGV. Alors la salle des pas perdus, c'est une très belle salle qui est totalement intacte. Et puis bien sûr, il y aura des immenses écrans qui vont descendre et pouvoir donner à voir tout ce que la photographie, le cinéma, les affiches, la peinture ont apporté à l'imagerie ferroviaire. Et donc bien sûr, la 12004 sera au cœur de ce musée, au cœur d'une scénographie assez importante, puisqu'on y verra d'un côté la première électrique et la première diesel, puisque dans ces années-là, comme je vous l'avais dit, on voit coexister trois technologies. Et donc, elle sera véritablement mise en scène avec le son, avec la lumière, avec des projections, avec les technologies d'aujourd'hui pour arriver à la faire vivre, à ce qu'on la ressente comme on la vivait, comme on le ressentait quand elle fonctionnait. Alors, en fait, il faut vous expliquer que le carénage est là pour gagner de la vitesse. Hein. C'est vraiment une façon de fendre le vent, l'air. On voit l'ouverture au centre, qu'on appelle un bouclier fendu. On voit les ailerons. Et puis, le projet de UE est très particulier parce qu'il laisse l'espace pour qu'on ait accès aux roues, à l'embiellage, comme on dit, pour l'entretien de la machine. Et donc, voilà le fameux Notes qui est l'ingénieur. Donc, c'est vraiment un fasciné de son métier, comme beaucoup dans le monde ferroviaire. Et c'est un ingénieur qui va pousser très très loin cette mécanique de vapeur, puisque déjà dans les années 30, on a les premières électriques, les toutes premières en Europe, et puis on a aussi les premières diesel. Mais il est convaincu que la vapeur peut en voir encore tout son avenir. C'est une époque où en fait, on est vraiment à la charnière des technologies et on voit vraiment basculer un ensemble de choses. Donc cet engin, ils vont en faire 6 exemplaires et elle est là. On croit qu'elle va avoir un très grand avenir parce que c'est avec ses roues de plus de 2 mètres, 2 mètres 10. C'est vraiment très impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de potentialités sur des trajets internationaux. Il faut dire qu'on pense de plus en plus l'Europe et il est difficile d'imaginer des transports en train avec les frontières. On les imagine traversant les pays, etc. Et on a besoin donc de machines qui incarnent cette modernité, cette vitesse, cette nouvelle façon de penser le voyage. Les premiers essais se font en 1939 et les cheminots et particulièrement les machinistes et les chauffeurs qui sont à la tête de cette machine sont absolument épatés de voir à quelle vitesse elle est capable d'arriver, puisqu'elle va très vite atteindre les 165 km/h, ce qui va en faire une des plus rapides au monde à ce moment-là. Cette coureuse donc, est vraiment faite pour des trains légers, pour aller vite. Et donc, elle a une couleur verte. Elle a ses bandeaux chamois, donc elle a un look très particulier, très original. Mais évidemment, voilà, arrive la guerre. Et ces machines vont vraiment subir de plein fouet cette terrible période. Et donc, elles vont d'ailleurs arriver en France, parce qu'au moment de l'arrivée des Allemands en Belgique, elles partent en France, elles vont faire des trajets en France. Ça se peut qu'on en ait vu passer dans ce coin-ci, je ne sais pas. Toujours est-il qu'au moment où la France est occupée, elles sont rapatriées en Belgique, où elles vont faire leur carrière, mais pas avec le même essor qu'on aurait pu l'espérer. Et pas avec la même
le même rapport à la vitesse. Et donc, elles vont avoir une histoire très particulière, ces machines, parce qu'il y en a une qui va tirer un train de déportés pour essayer de les sauver. Ils vont tourner autour de Bruxelles en attendant l'arrivée des Américains. Donc, c'est une 12 qui a permis de sauver, je crois, 1200 déportés. Évidemment, c'est le courage des cheminots qui est à l'origine de ça. Dans les années 60, donc elle a une carrière tout à fait classique, principalement sur Bruxelles-Lille. Et donc, dans les années 60, on les détruit comme on détruit toutes les locomotives à vapeur en Europe. C'est ce qui est raconté d'ailleurs en partie dans le récit. Dans la postface. Et donc, c'est là aussi, cette histoire va m'intéresser, c'est qu'il n'en reste plus qu'une, la 004, et elle est aussi prévue pour être détruite. Et ce sont des cheminots qui, voyant passer ce train qui est voué à la ferraille, vont détacher cette 12004, qui était heureusement la dernière de ce train. Donc, contre l'avis de leurs supérieurs, ils vont, comme ça, un petit peu, sans trop qu'on les voie, ils vont le détacher avec le risque de sanctions assez graves, si pas d'ailleurs le risque qu'ils soient, qu'on les radie de leur poste. Donc, ils ont eu pas mal de courage. Et grâce à eux, donc, ils ont dû sans doute entreposer cette machine qui fait quand même, plus de 20 mètres de long, pèse 120 tonnes. Je ne sais pas comment ils ont réussi à cacher ça, mais enfin bon. Les cheminots ont parfois des subterfuges et des trouvailles absolument extraordinaires. Je découvre à chaque fois leur talent. Ils ont réussi donc à faire en sorte que pendant quelques années, on oublie... on l'oublie un peu. Et puis évidemment, là, heureusement, il y a un moment donné où on se rend compte qu'on est très heureux d'avoir sauvé cette dernière qui est un des fleurons de l'industrie. Et puis, évidemment, la ligne, surveiller la sécurité, être à l'heure, tout ça demande énormément de talent. Ils sont très, très accordés entre eux. Ils ont un lien presque organique. C'est un trio, en fait. C'est la machine, le mécano et le chauffeur qui forment, je dirais, les rouages à part entière. La réussite de ces trajets. Il faut savoir aussi que c'est assez complexe et après, ils sont attachés à leur machine. Donc, ils la gèrent avant et ils la gèrent après le trajet. Ils vont la nettoyer, ils vont la graisser. Et c'est seulement quand ils ont terminé tout cet entretien que leur service s'arrête. Donc on s'imagine mal cela maintenant, mais c'est un rapport fusionnel. On le voit dans le récit. Oui, absolument. Et on ne peut pas les séparer de leur machine. Donc, par exemple, chaque machiniste et chauffeur sont attitrés à une machine. Donc ils ont une conscience de leur machine, ils savent l'entendre, ils savent comment elle respire, comment elle vit. Parce qu'en fait, c'est très vivant, hein, ce genre d'objet. Et donc, les années 60 vont voir la disparition complète des locomotives à vapeur et on va entreposer cette machine donc, dans un dépôt. Elle n'en sortira plus que dans les années 80 où on la restaure, cette 004, pour la faire tourner pour quelques voyages extraordinaires. Je vous passerai d'ailleurs un film qui a été réalisé à ce moment-là. Et donc, on la restaure, mais c'est très compliqué de restaurer une machine comme ça. Et on se rend compte très vite qu'elle a il y a des éléments à l'intérieur du foyer, je crois, qui sont trop abîmés que pour continuer à ce qu'on la fasse circuler. Et donc, elle est entreposée donc, dans ce dépôt que je vous ai montré depuis les années 80. Oui, ce film est vraiment formidable parce que je n'avais pas l'occasion de l'avoir fonctionné et en réalité, ça m'aurait bien aidé. Toute une série de détails que j'aurais pu encore voler à ce film, donc, qui a été fait par des cheminots eux-mêmes, assez fiers de l'avoir remis en état. Ils l'ont comme ça filmé sur différents angles d'ailleurs. C'est assez bien fait, c'est une assez bonne synthèse de ce que pouvait être le travail sur cette type 12, donc le travail qui a été effectué.
Ce qu'on voit quand même dans l'album des Jazz du quotidien. Donc vous les avez inventés ou... non, d'après ce qu'on vous a raconté du coup. Non, j'ai absolument rien inventé. J'avais une maquette de la machine devant moi et j'allais souvent voir cette machine-là dans ce dépôt. J'allais la voir, où j'allais photographier tous ces détails et essayer de comprendre. Et puis j'ai rencontré les gens donc, pour essayer de voir... la gestuelle Oui, pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne savez pas très bien dessiner. C'est fait de tellement de choses. C'est un métier. C'est un métier très complexe. Donc pour arriver à rendre un petit peu, pour entrer dans l'intimité de ce métier, ça prend un peu de temps. Et vous savez, maintenant, ils sont 4 pour faire fonctionner une machine comme ça. Parce que ça demande... C'est d'abord très fatigant. Ils sont soumis à la trépidation de la machine, à la chaleur du foyer, il faut surveiller des tas de choses. Et c'est très, très fatigant. Il y a beaucoup de ces hommes qui ne faisaient pas de vieux os. Hein. Je ne cherche pas du tout, d'ailleurs, faut pas... On le voit dans l'album, d'ailleurs. Votre personnage est atteint de quinte de toux et lié à la pénibilité du travail, en fait. Hein. Le personnage de Van Belle est atteint, comme on l'a dit, dans sa respiration. Il a, comme beaucoup de cheminots l'étaient, d'ailleurs. Et puis, cette femme, c'est sa voix qui lui manque. Donc, tous ces personnages ont comme ça un handicap. Et elle traverse ce récit. Elle a la clé du récit, évidemment, puisque c'est elle qui résout la folie de ces hommes. Donc, il y en a un qui ne pense qu'à sa machine, un autre à une collection délirante de sculptures. Enfin, et elle va, curieusement, arriver à réunir tous les fils d'effets de ses vies. Elle parle par le corps, et c'est vrai que sa sensualité à elle fait un petit peu écho à la sensualité de la machine. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. J'ai d'ailleurs j'ai fait un casting pour essayer de trouver la personne qui pourrait incarner ce rôle. Et cette jeune fille était danseuse. Tout a fonctionné à partir du moment où justement j'ai essayé aussi de... Mais par contre, elle parlait, elle n'était pas muette. Mais le récit a commencé à s'imposer justement par la personnalité aussi de la personne qui a inspiré ce personnage. Et donc quand j'ai vu tout ça, quand je me suis rendu compte de la beauté de cette machine, de la force et de l'histoire qu'elle a eue, et du courage que certains ont eu pour la sauver, ça m'a donné envie de raconter cette histoire. Parce que je n'ai pas du tout raconté l'histoire de la locomotive. Ça, je crois qu'il y a des historiens qui sont bien plus capables que moi. J'ai essayé plutôt de m'appuyer sur la fascination qu'elle exerce. J'ai été rencontrer les gens qui l'avaient conduite. C'était assez extraordinaire de voir d'ailleurs la nostalgie et l'émotion qu'ils ont quand ils évoquent. Mais j'ai à côté de ça parlé d'un autre monde, celui de cabines, de téléphériques qui vont faire basculer la locomotive comme dans un autre monde, quoi. Mais ce n'est pas à cause de l'électricité qui arrive, c'est à cause du téléphérique électrique. Donc c'est ça qui, pour des raisons d'ailleurs qui sont justifiées dans le récit, puisque les inondations en répétition dans le monde qui est décrit là obligent à abandonner le ferroviaire. Le ferroviaire n'a plus tout à fait sa place. Alors c'est vrai que j'ai continué après la fin de l'histoire, j'ai continué toute une série d'images parce que j'avais envie de prolonger un petit peu l'imaginaire que j'avais décrit dans le livre à travers une série d'illustrations et parfois même d'images qui font référence à toute la mythologie des affiches du ferroviaire, où il y avait une espèce d'allégorie du voyage, il y a une dimension, je dirais, graphique et très, très picturale dans ces affiches. Je trouve que l'avantage de travailler sur un objet comme celui-là, c'est que ce n'est pas seulement 120 tonnes de ferraille que vous dessinez le sommet d'une technologie, le travail d'industriel, le travail de créateur, de designer, d'ingénieur. Vous racontez l'histoire de métiers qui ont disparu. En fait, vous êtes en relation avec un monde. Et donc, c'est une grande chance que de pouvoir être relié à ce monde, parce qu'il est d'une très grande richesse et c'est vraiment un voyage, c'est une exploration. Quand on écoute leurs récits, quand ils nous parlent de leur métier, il y a très naturellement, il y a des tas de dimensions graphiques, dramaturgiques, émotionnelles qui vous viennent. Donc
le récit se construit presque naturellement parce que c'est un monde très très riche, très, très fort, avec des personnages qui ont des tas d'anecdotes. D'ailleurs, j'ai parfois eu du mal à insérer tout ce que j'avais entendu tellement que c'était riche et étonnant. Et le choix du noir et blanc plutôt que de la couleur, ça a une importance capitale. C'est venu comme ça, c'était réfléchi. Voilà. Là, je vois, vous faites les illustrations, là, sont en couleur. Je trouve votre album est en noir et blanc. Oui. Noir et blanc. Mais j'aime beaucoup le noir et blanc, comme j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ce sont deux écritures très différentes. J'aime bien les alterner. Mais pour moi, la vapeur, ça appartient à une dimension du noir et blanc. C'est assez naturel. Pour le passé, peut-être aussi, parce que c'est du passé. Pas tellement. Pas forcément, c'est pas lié à ça. Pas forcément, mais j'avais envie que ça sente le charbon, la graisse. Que le lecteur ait presque les mains sales en tournant les pages. Noir, comme je suis sorti quand j'ai fait quelques voyages dans la cabine, dans leur cabine. On sort généralement assez sombre. Et donc, c'est ça que j'avais envie de rendre. Donc, la plume rend assez bien ce caractère et cette force. Et puis, ça vous oblige, en fait, le noir et blanc vous oblige à une expression. C'est une discipline qui est assez radical. Et puis j'ai continué encore avec un autre travail qui est très peu connu, mais qui sera bientôt présenté dans un livre, avec un travail sur des photographies d'une amie qui s'appelle Marie-Françoise Pissard, qui a fait des photos à la chambre de grands sites ferroviaires. Et je me suis amusé à introduire cette fameuse locomotive dans ces photos. C'était très, très intéressant. C'est vrai que je fais un petit peu partie en rêverie autour de cette machine, dans cette dimension un peu onirique. Et donc j'ai été rencontrer ces gens d'Assaut Systèmes et ça a été l'occasion de rêver un petit peu à ce que pourrait être en fait une façon de prolonger la technologie de cette machine et la modernité de cette machine, mais aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui. Et donc l'idée a été de travailler sur la réalité augmentée, c'est-à-dire de faire en sorte qu'à partir du livre, on puisse voir sortir cette machine, cette type 12, en 3D, je dirais, à partir de son ordinateur. Là. Normalement, on devrait y arriver, si mes calculs sont bons. Voilà. Là, on y est. Donc, il suffit... Ouais, c'est bon, ça marche. Vous devenez à ce moment-là vraiment le cadreur de votre film. Vous pouvez vraiment approcher en orientant comme vous voulez l'image. Vous pouvez la ralentir comme vous pouvez l'accélérer. Et puis vous pouvez surtout vous faire prendre des angles. Pour. Au fur et à mesure, elle va prendre sa couleur si vous la faites marcher assez vite. Et comme ça, vous devenez un peu effectivement, c'est vous qui prolongez la fiction et le récit.
moment donné, c'est le film qui est préétabli, qui reprend la main. Voilà. Donc chaque manipulation donne lieu à évidemment une vision personnelle et différente. C'est en ça que c'était amusant, évidemment, c'est que chaque lecteur aura son propre regard et peut s'amuser comme ça à découvrir toutes les potentialités de la machine. C'est eux qui ont modélisé au départ et ils ont tout de suite d'ailleurs été emballés par l'idée de travailler sur un sujet comme celui-là. Et puis ils voulaient absolument reprendre mon dessin. Ils voulaient reprendre mon trait, mon trait de plume, ce qui m'a d'ailleurs au départ un peu inquiété parce que je trouvais que c'était... Moi, je voulais la mettre dans la couleur qu'elle a pour ce qui est de la réalité augmentée. Je voulais que ce soit en couleur. En couleur. On a trouvé un compromis, en fait, puisqu'elle, à un moment donné, elle passe en couleur. Ouais. Elle passe en couleur. Et donc, c'était amusant de travailler avec eux parce qu'ils ont vraiment intégré mon trait, mais avec cette technique assez extraordinaire de la 3D, de la réalité augmentée. En fait, chaque livre est un petit peu une aventure. Vous savez, ici, c'est 2 ans et demi de travail avec des expositions, avec des tas de choses spécifiques à ce projet-là. Et c'est formidable de développer comme ça un projet, je dirais même une arborescence au projet original. Et il ne faut peut-être pas obligatoirement... Je ne suis pas le meilleur pour décliner, pour en faire un principe. Je trouve que je me sens mieux quand il s'agit d'être un peu un explorateur. C'est plus amusant. Vous avez le sentiment d'être un peu comme ça au cœur d'une aventure originale. Et avec Dassault Systèmes, c'était très excitant. Et puis j'aimais beaucoup, évidemment, et je suis content d'en parler dans une librairie. J'étais tellement heureux que cette technologie sorte d'un livre. Vous voyez, un livre de papier qui sent bon, avec du carton, et qu'en manipulant ce livre, on est un objet de haute technologie. Je trouvais que c'était quelque chose qui rendait une tension intéressante. Une alternative peut-être au livre numérique qui prend de l'ampleur, et là on aurait encore et le papier et une partie numérique, et pas juste un support en tablette. Mais j'ai absolument rien. Je trouve que les tablettes sont des très beaux objets, très intéressants. Mais je vois mal cet album-là, par exemple, sur les tablettes. Je trouve que c'est fait pour le papier. Par contre, ce qu'on a développé avec Dassault, c'est vraiment particulier, spécifique à ça. Ce qui m'embête, en fait, c'est l'adaptation. Je trouve que quand on conçoit une bande dessinée, on le pense avec une sensualité, avec le papier, avec un rythme, avec une présence physique de l'encre, de la lumière du papier. Et donc, ça m'embête brusquement de l'avoir sur un support qui est autre, que je ne critique pas, mais il faudrait inventer quelque chose pour la tablette. Je travaille toujours d'ailleurs sur Marseille 2013, ville culturelle, là où il y aura une exposition qui va inaugurer Marseille l'année à Marseille, qui sera une exposition sur la Méditerranée. Et on m'a demandé de travailler sur la bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'est un magnifique sujet, puisque c'est un petit peu la matrice des bibliothèques, et de notre système de pensée, de notre organisation du savoir. Donc magnifique sujet. Et ils m'ont dit, ce serait bien que vous puissiez travailler avec Dassault Systèmes.
Donc j'ai été les rencontrer et puis je me suis rendu compte que leur savoir-faire était absolument formidable, mais s'appliquait assez mal à une exposition qui sera une exposition muséale, très, alors que bon, ils travaillaient sur la 3D, sur tous des effets de haute technologie, mais qui allaient peut-être en partie dévoyer la cohérence stylistique de cette exposition. Et donc j'ai fait un petit peu un switch, c'est-à-dire que quand ils me montraient toute leur technologie, j'arrêtais pas de dire, j'étais en train de travailler sur la 12, et j'arrêtais pas de penser, mais s'ils pouvaient faire sortir la locomotive du livre, c'était tellement formidable. Et j'en rêvais, et puis je voyais bien qu'on était sur une fausse piste avec eux sur Alexandrie. Et puis à un moment donné, j'ai craqué, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous n'aimeriez pas travailler sur ce projet? Et alors, non seulement ils ont dit, mais c'est exactement ce qu'on recherche comme projet à aider, comme ça, de recherche. Et non seulement on va vous aider, parce que moi au départ je pensais uniquement la faire sortir, mais on va aller plus loin. Et alors ils ont fait un truc incroyable, c'est qu'ils ont fait un appel chez eux, au sein de 2-3 000 personnes qui travaillent pour Dassault Systèmes. C'est une boîte qui construit des logiciels. Et donc, et là, ils ont demandé à tous les gens s'ils avaient envie de travailler comme ça bénévolement à la reconstitution de la machine, totalement par l'intérieur, retrouver les plans d'origine, mais en 3D. Donc la reconstruire virtuellement. Et je crois en une journée, ils ont trouvé 10 bénévoles complètement fous de ferroviaire et qui travaillent depuis des mois à une vision 3D dans les moindres détails intérieurs, extérieurs de cette machine. Et c'est assez extraordinaire. On a vu les premiers rendus. Avec des lunettes, vous pouvez entrer dans la machine en marche. Donc vous pouvez voir tout son fonctionnement. Et ça, c'est une façon de penser pour eux. C'est un peu une démarche où ils veulent montrer la richesse du patrimoine et la façon dont on peut préserver ce patrimoine avec les outils d'aujourd'hui. En fait, on avait réussi un tour de force, c'est-à-dire que les journalistes français arrivaient pas en locomotive à vapeur, mais en Thalys. Un Thalys qui était entièrement aménagé avec des types 12 à l'intérieur. Donc tous les dessins que j'avais faits étaient... Et puis, il y a une locomotive à vapeur qui s'arrêtait juste à côté, ce qui est en termes de logistique extrêmement complexe à faire. Ils étaient très fiers d'arriver à mettre ces deux objets qui dialoguent dans le temps, comme ça. Et donc, on est tous partis dans ce train historique pour ce fameux dépôt de Leuven, de Louvain, qui est juste à côté de Bruxelles. Ce dépôt qui va bientôt être démoli. C'était la dernière fois où on allait pouvoir ça. Et donc là, tous les journalistes, ils l'ont fait surgir comme ça, cette machine. Et c'était un moment assez émouvant. Il y a eu un grand silence parce que c'était vraiment magnifique de voir... il l'avait fait briller comme les machinistes le faisaient à l'époque. Parfois, ils les ciraient même, leur carrosserie, pour qu'elle ait encore plus d'impact. Et puis, voilà, l'enthousiasme général a provoqué l'envie d'aller un peu plus loin. Et le directeur Casterman, ici, qui est assez content aussi de voir qu'un livre peut aller un peu plus loin et ouvrir des tas de lieux improbables. Et donc, c'est un moment un petit peu qui était rare et plein d'émotions parce que les cheminots avaient fait un très beau cadeau. C'est que toutes les gares qu'on traversait à ce moment-là, donc entre la gare du Midi jusqu'à Leuven, vous savez, il y a toujours la signalétique accrochée qui donne l'endroit où le train va. Et là, ils avaient mis la 12 sur tous les panneaux indicatifs. Donc les cheminots s'étaient arrangés pour que cet indicatif soit sur toutes les plaques des gares. Ce sont vraiment typiquement le genre de choses que le monde cheminot peut faire, comme ça, une espèce de réseau extrêmement complice. C'est une lettre d'amour aux cheminots, au monde ferroviaire et à ces gens qui ont conçu ces machines, qui ont inventé, qui ont travaillé à peaufiner. Je trouve que voilà, on a oublié à quel point il y avait là un métier, il y avait une qualité dans l'art de conduire, de travailler, de faire ce métier. Donc c'est vrai que j'étais très très sensible à cette dimension. Je trouve qu'il y a des objets qui sont tellement magnifiques
qu'évidemment, c'est un plaisir pour un dessinateur d'être confronté à ces objets. Et alors la question qui se pose, c'est pourquoi ces objets, et pourquoi, par exemple, ces vapeurs, qu'est-ce qui fait qu'on est toujours autant fasciné par ces machines? Parce que c'est vrai que même des enfants, ils voient une machine à vapeur. D'ailleurs, même quand un enfant dessine une locomotive, curieusement, il dessine souvent encore une machine à vapeur. Et même des enfants d'aujourd'hui semblent avoir comme inscrit dans leur mémoire une espèce, sans doute qu'ils ont vu des films ou des choses comme ça, mais il y a une espèce de persistance rétinienne sur ces machines. Et alors on peut croire que c'est de la nostalgie. Mais en même temps, bon, les montres que vous avez, la plupart du temps, elles sont rondes. Vous n'avez pas pris des montres carrées, digitales, où il n'y a que les chiffres. Donc, vous n'avez pas complètement accepté le progrès sur un certain nombre de choses. Et même beaucoup de gens qui aiment les montres, ils aiment voir les rouages des montres. Et ce sont des gens qui sont bien inscrits dans leur époque. Donc, il y a comme une certaine fascination à voir des machines dont on comprend le fonctionnement. Et c'est vrai qu'il est très intéressant avec une locomotive à vapeur, c'est qu'on la voit fonctionner et on en comprend. Enfin, en tout cas, on a une certaine compréhension presque intuitive ou émotionnelle de son fonctionnement. Tandis que quand on voit une machine, une locomotive électrique, on sait très bien qu'il y a, à un moment, il y a le fil électrique qui amène du courant, donc il y a une centrale quelque part très loin qui lui donne les moyens d'avancer. Mais là, dans certaines machines, comme par certains côtés une montre sans pile, tout est là, tout est expliqué, presque tout est visible. Et ça, c'est quelque chose qui, sans doute, participe à la fascination que ces machines exercent sur nous. Je cite souvent cette phrase de Victor Hugo, que je trouve très belle, qui disait « Le futur est une porte, le passé en est la clé ». Et je trouve que cette machine, par certains côtés, c'est un peu une clé. C'est un peu une clé pour rêver l'avenir. Oui.